c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour les traductions de cet été, plutôt de ce printemps-été. Ça fait 1 an et demi, 2 ans je crois que je n'ai pas fait de vidéo traduction, mais là, étant donné les bangers qui vont vous tomber dessus, je ne pouvais pas rester silencieuse. Il y aura de la romance, de la fantaisie, du contemporain, il y aura du très bon les amis, et il y aura aussi quelques lectures qui n'ont pas forcément été des coups de cœur, mais je vais quand même les inclure parce que j'ai des choses à dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ces livres dans l'ordre chronologique de publication de avril à début juin. Donc en fait je mens, c'est pas les traductions de l'été, c'est les traductions du printemps. Le 3 avril sort un tome 2 d'une saga qui petit à petit va commencer à faire son nom en France autant qu'elle se l'est fait aux États-Unis, j'en suis sûre. Magnolia Parks de Jessa Hastings. Vous connaissez sûrement donc le premier qui est sorti chez Hauteville, je crois que c'était en début d'année 2024. Il a fait parler de lui parce que c'est une saga unique en son genre qui traite de sujets qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sous cette forme-là et qui est extrêmement chelou, à commencer par les couvertures qui portent extrêmement à confusion. Le tome 2 donc nous est arrivé le 3 avril les amis et je l'ai eu. Ce n'est absolument pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont détester ces livres et qui ne vont pas comprendre, et il y en a qui vont se faire complètement envahir le cœur, dont moi. On est dans une saga de tomes compagnons qui a 2 storylines, la storyline de Magnolia Parks et la storyline de Daisy Hates. On va suivre dans le tome 1, 3, 5 Magnolia et dans le tome 2, 4, 6 Daisy. Mais on ne peut pas lire 1, 3, 5 ni 2, 4, 6, il faut faire 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas vraiment du compagnon. Si tu lis ça, t'es spoilé pour le 3, et si tu commences ça, t'es spoilé pour le 1. Enfin, les histoires sont entremêlées. On suit en fait tout un groupe de jeunes millionnaires de Londres. Ils ont entre 18 et 25 ans et ils ont clairement été élevés dans des situations qui sont extrêmement différentes de nous. Ils ont toujours eu beaucoup d'argent, mais ils ont aussi beaucoup de traumas, puisque entre ceux dont les parents s'occupent pas d'eux, ceux dont les parents sont morts, ceux qui sont tombés dans la mafia, ceux qui sont tombés dans les addictions, les tromperies, bref, ce sont des enfants qui sont tous complètement traumatisés et qui, comme ils ont grandi ensemble, ils ont fait l'école ensemble et tout, ils sont tous complètement codépendants. Ils vont peut-être se faire les pires crasses du monde, mais ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de revenir l'un vers l'autre, parce qu'en fait c'est la seule chose dont ils ont jamais connu la douleur et les relations toxiques, c'est leur comfort zone. Ceci étant dit, dans le tome 1 nous avons suivi Magnolia et BJ, 2 jeunes adultes qui ont une relation extrêmement dysfonctionnelle mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, et dans ce tome 2 on part dans la tête de Daisy qui elle aussi a énormément de relations toxiques, à commencer par celle avec son frère et puis celle avec pas mal d'hommes qui l'entourent, notamment Christian qui est un des personnages qu'on a pas mal retrouvé dans le tome 1. On a 3 points de vue Daisy, le point de vue de son grand frère Julian et le point de vue de Christian. Ça se lit comme si tu étais dans la tête de quelqu'un et que tu suivais ses pensées, tu suivais ses souvenirs, puis tu revenais au présent, tu vis une scène où la personne parle, puis elle rentre chez elle et elle va débriefer ce qui vient de se passer, et en même temps elle te mélange ça avec un souvenir. On est dans une introspection qui dure 400 pages. Comme je vous l'ai dit, c'est des personnages qui vont extrêmement mal, qui sont bourrés de défauts et qui ne font que de faire les mauvaises choses, et qui sont tellement en fait dominés par leurs émotions que aucune de leurs actions n'est sensée ou même logique, et c'est extrêmement intense. Daisy, elle a un passé qui est extrêmement difficile puisque ses parents, ils vendaient en fait des œuvres d'art qu'ils avaient volées, et ils ont été tués, fusillés sous les yeux donc de leurs enfants Julian et Daisy, et du coup Julian a récupéré la charge de Daisy depuis qu'elle a 8 ans. Donc si jamais vous avez lu le tome 1 et que vous avez accroché aux vibes et à l'ambiance, je pense que le tome 2 va encore plus vous plaire. Et si par contre vous avez trouvé que Magnolia était insupportable et que la relation toxique ça vous a saoulé, et je pense que Daisy c'est peut-être pas forcément non plus pour vous, parce qu'on est en fait dans un même schéma de gens qui sont codépendants et qui ne s'en sortent pas et qui aiment les mauvais garçons et qui ne savent pas comment aimer. Vous allez encore une fois vous taper la tête par terre pendant 300 pages quoi. Il faut aimer, je pense, la psychologie. Il faut pas être là pour la romance, clairement, puisqu'il n'y en a pas. Il y a certes des scènes qui peuvent être assez douces, mais elles ne durent pas, et surtout les personnages, bah, comme ils sont fucked up, ils vont finir par se fucked up eux-mêmes quoi. Donc c'est pour ça que quand je vois des gens qualifier Magnolia de romance, je tique un peu, parce que c'est pas exactement ça. Je dirais qu'on s'approche peut-être même plus de la dark romance dans celui-là, puisqu'on va avoir des histoires de gangs de mafia, de trafic d'argent, etc. Ceci étant dit, je vous le recommande si jamais vous voulez lire quelque chose qui change et lire quelque chose qui va vous faire réagir. Et vraiment regardez les trigger warnings, puisqu'il y a une liste absolument phénoménale. Et en ce qui concerne vraiment les scènes de romance pure, il n'y en a pas tellement. Dans Magnolia non plus, on n'est pas du tout sur du smut ou quoi que ce soit. C'est très raconté, comme je vous ai dit, c'est très dans la tête des gens. Ça peut passer ou ça peut casser. Les gens qui n'étaient pas forcément convaincus par Magnolia l'ont été par Daisy, et je crois que je penche aussi un peu plus vers Daisy. Ensuite les amis, le 24 avril sort Better Than the Movies, un contemporain young adulte qui vraiment m'a plu, mais tout simplement parce qu'il a remis au goût du jour le contemporain young adulte qui avait un petit peu disparu. On est
au lycée avec des ados qui sont un petit peu cons mais qui sont vrais et authentiques, qui souffrent parce que pour une, sa mère est décédée il y a un petit moment et elle a encore du mal à faire son deuil, et pour l'autre, il est amoureuse de sa voisine depuis des années mais il n'arrive pas trop à le lui faire comprendre, et ils vont passer un pacte les deux afin d'aider Liz à charmer ce mec qui elle pense est son grand amour alors que son grand amour se trouve juste à côté d'elle. Il y a cette fraîcheur, il y a cette honnêteté, cette vulnérabilité vraiment dans la plume et dans les personnages qui me manquent. C'est des ados bêtes. Liz est persuadée que son grand amour c'est ce mec populaire, beau et tout, alors que non. Franchement ça fait du bien à lire parce que je pense qu'on peut tous raisonner avec Liz, on a tous été à sa place quand on était jeunes. C'est aussi une histoire d'amitié, c'est une histoire de deuil, une histoire de famille. Il y a plein de choses dans ce livre, il est hyper complet. Je l'ai trouvé très très doux, très très beau, il m'a fait chaud au cœur. Le 2 mai sort une autre romance, un autre tome 2 qui va casser les écrans de tout le monde. Wildfire. Le Icebreaker est arrivé en France l'année dernière, je crois, il a ravagé tout le monde, c'était nouveau, c'était sex positif, c'était très smutty, très libéré. Alors, je ne suis pas 100% légitime puisque j'ai fini ce livre à 25%, je ne suis pas allée jusqu'à la fin. Mais les 25% m'ont suffi pour me dire que c'était pas trop mon truc. Dans Icebreaker, c'est vrai que je m'étais un petit peu accrochée parce que j'étais curieuse. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Pourquoi tout le monde en parle? J'avais bien aimé ce côté original d'une construction de romance qui suivait pas en fait les codes habituels. On n'avait pas des gens qui apprenaient à se connaître, qui petit à petit se tiennent la main. Non, c'est des gens qui sont sex friends dès la page 2 et qui en fait déconstruisent au fur et à mesure ça pour passer dans du sentimental. Ce tome 2 là, on part sur un autre gars de leur groupe de potes, c'est donc un tome compagnon, et on ne suit pas du tout le groupe à l'université. En fait, c'est un camp d'été puisqu'il va être animateur je crois, et là il va retrouver une fille avec qui il avait eu un plan cul à la scène 2. Donc encore une fois, comme Icebreaker, ça attaque très très vite, très très fort. Et en fait le problème c'est que cette scène là a tout de suite introduit un miscommunication trope, et je me suis dit non, si dès la page 2 il y a déjà un énorme malentendu entre eux, qu'est-ce que ça va être pour le reste du livre? J'ai pas trop accroché à l'ambiance camp d'été, ça ne l'a pas fait pour moi. Mais je sais que des gens ont été plutôt convaincus parce que c'est un petit peu le trope shy boy, sunshine girl. Le mec est plutôt mimi et plutôt timide, mais attendez-vous du coup au même mood que Icebreaker. Le 2 mai sort une autre romance qui va casser internet, Love Theoretically de Ali Hazelwood. On l'attendait, le tome 3 de la saga des féministes. Elle a déjà convaincu tout le monde avec Love on the Brain et The Love Hypothesis, et elle arrive avec ce dernier volet où on va suivre l'histoire de Elsie qui est musicienne, théoricienne. Elle arrondit ses fins de mois en étant une fausse petite amie que tu peux louer sur une application. Fait des faux dates avec ce mec qui, le pauvre, sa famille lui met une pression de malade pour trouver une meuf. Le frère de ce mec, donc elle a pas mal rencontré en tant que fausse petite amie, se retrouve à être son partenaire de biologie, et il capte direct qu'en fait elle s'est foutue de sa gueule depuis un petit moment, et ça va faire exploser plein de choses. Le travail des personnages était très bon en termes de psychologie, on est allé très loin notamment chez Elsie. Elle a une backstory et une santé mentale qui m'ont vachement touchée, mais le mec, j'ai pas accroché. Dans les deux premiers, on avait un grumpy qui parlait pas, qui tirait la gueule tout le temps, et du coup on avait une tension vraiment qui montait entre eux. Là lui, mais il parlait, et il parlait un petit peu trop même, et j'ai pas aimé certaines de ses interactions. Mon humble avis est que celui-là est le moins bon des trois. Après, quand même un très bon moment. Je pense que Ali à vie écrira des romances qui sont entraînantes. Ça reste vraiment basique Ali Hazelwood. Vous retrouvez les mêmes tropes et les mêmes scènes que ça peut faire effet un petit peu. Je réchauffe ce que j'ai déjà fait. Mais écoutez, quand on aime quelque chose, on aime quelque chose. Voilà. Et là les amis, les fantaisies vont tomber du ciel. Le 2 mai, franchement, mettez-vous un jour de congé le 2 mai les gars. De Saxus nous propose Divine Rivalité, Divine Rivals. Le chouchou de Bookstad de 2023, un de mes livres préférés. Waouh les gars. Je vais pas vous refaire la chanson, mais on est dans une fantaisie la plus intelligente que j'ai lue depuis très longtemps. Elle a tout compris en termes de personnages. Comment nous accrocher, comment construire des personnages qui sont intéressants, qui sont puissants, qui sont attachants. L'intrigue. Comment construire une intrigue qui ne cesse de se révéler. Tous les 2-3 chapitres, il se passe un nouveau truc et on t'amène dans un nouvel endroit. Tu ne connais pas l'ennui dans ce livre. La romance qui était là comme intrigue secondaire slash primaire et qui était très belle, très douce, très intéressante et surtout cohérente avec le contexte de guerre. Et enfin parlons-en du coup, le world building qui est peut-être le point qui a fait que ça n'a pas été mon top 1 puisque j'ai pas tout compris et du coup les humains se retrouvent à faire la guerre entre eux puisque selon les humains ils défendent tel ou tel dieu et on va suivre deux journalistes qui racontent ce qui se passe. Intelligent c'est le mot. Ce livre il a été calculé mais au chapitre près. C'est vraiment
vraiment très satisfaisant. Il y a aussi des histoires de lettres qui sont échangées entre les deux et tout, enfin bon voilà. J'espère que vous êtes déjà convaincus, que j'ai pas besoin de vous convaincre, si c'est pas le cas, allez voir mais toutes les revues qui ont été faites là-dessus. On est sur du young adulte les amis, la romance c'est pas explicite, on a quelques scènes de bisous, mais croyez-moi que les interactions entre ces deux là... On continue les fantaisies les amis, et le 30 mai on a un autre grand de la fantaisie qui n'est traduit que maintenant, mais parce que il est en train de percer maintenant, même s'il commence à se faire vieux. One Dark Window de Rachel Gillig. Je l'ai lu le mois dernier, je me suis fait complètement attraper par la hype sur TikTok. Le monde est extrêmement riche, on est dans un royaume où la magie est contrôlée par des cartes de tarot, il y en a 12 qui chacune ont des pouvoirs, sauf qu'elles sont un petit peu cachées, et le but du roi est de toutes les récupérer, sauf que le roi il est pas très gentil, donc il y a un groupe de révolutionnaires qui se créent afin de eux aussi chercher les 12 cartes et les trouver avant le roi. Et au milieu de ça on a Elsbeth, Beth qui a la particularité d'avoir elle aussi de la magie. Lorsqu'elle touche une carte de tarot, elle en absorbe le pouvoir. Le truc c'est que quand elle était jeune, elle a touché une carte, et pas n'importe laquelle, celle du Nightmare, et depuis ce jour elle a une voix dans sa tête, une personne qui la hante. Franchement pitch très intéressant. Le fait d'avoir quelqu'un dans la tête, c'est pas encore quelque chose qu'on a beaucoup vu, c'est génial. Donc rien que pour ça, les 20 premiers pourcents sont sensationnels. Le petit bémol de cette histoire, c'est je pense elle s'est fait prendre à son propre jeu. On partait avec des espoirs qui étaient très hauts, et à partir des 50% c'est un petit peu retombé. Donc franchement c'est trop triste parce qu'il y avait matière à faire plein de trucs, notamment par rapport à la romance entre un des révolutionnaires et Elsbeth qui à mes yeux aurait pu être un petit peu mieux gérée pour nous garder mieux en haleine. Mais le tome 2 est plutôt incroyable à ce qui paraît. C'est peut-être juste une introduction. On est aussi sur du young adulte les amis, donc en termes de romance ne vous attendez pas à de l'explicite. Je dirais que là-dedans le plus intéressant c'est tout le côté nightmare, les cartes, tout ça, le world building est très riche et très intéressant, et c'est assez dark. Les gens ils le qualifient un petit peu de gothique. Ensuite les amis, on va repartir sur du contemporain adulte. En fait pour moi il était déjà traduit, enfin ça me paraissait évident que oui, Happy Place de Emily Henry est déjà traduit, enfin c'est Emily Henry. Non? Pourquoi est-ce que vous avez attendu 1 an et demi? Il y a des gens qui n'aiment pas ce livre, notamment pas mal de fans de Emily. Moi je suis tout à fait pas d'accord, dans le sens où de tous les livres de Emily, c'est le meilleur. Pareil, le genre de livre, soit on déteste, soit on adore. On n'est pas du tout dans quelque chose de léger, même si ça laisse croire que c'est léger. C'est surprenamment très lourd. On a un couple qui était ensemble depuis très longtemps et qui ont un groupe d'amis qui se rejoint dans une maison tous les ans au bord de la mer. Harriet et Win, ce fameux couple, ne sont plus ensemble, sauf qu'ils ne l'ont pas dit à leurs amis puisque ils ne veulent pas du tout créer de drama. Ils sont obligés du coup d'aller aux vacances en faisant style qu'ils sont toujours ensemble. Du coup on a 20 premiers pourcents où ils sont là, ils se teasent, ils font semblant, mais tu ressens qu'il y a une haine entre eux. Et puis au fur et à mesure que le livre progresse, tu tombes dans le truc le plus touchant et le plus déchirant qui te fait pleurer. Genre Happy Place, Cry Place. Vraiment les gars, préparez les mouchoirs. On parle surtout de couple, de longévité d'un couple, d'obstacles qu'un couple doit surmonter, et surtout d'à quel point parfois l'amour n'est pas suffisant et la vie vient au milieu, s'en mêle, que ce soit le travail, la famille, l'argent, et on va retracer la formation de ce couple. Les 70 premiers pourcents, plutôt banal, tout finit par prendre forme sur la fin, tous les deux s'expliquent et tous les deux se pardonnent. Entre les potes ça explose aussi puisqu'il y a plein de non-dits au fil des années, et au sein aussi des familles respectives de Harriet et Win, et franchement ça a énormément résonné en moi. Donc voilà, si vous voulez voir une histoire sur un couple qui se perd pour au final en fait mieux repartir, that's the book. Et en termes de romance, on est sur quelque chose qui est plus sensuel que sexy. Il y a 2-3 scènes qui sont assez détaillées, mais ça reste très mature, très beau. Le 12 juin sort une autre fantasy, mais ce coup-ci on n'est plus dans de la romantaisie, Fate Inked in Blood de Daniel Jensen. J'ai lu ce livre spécialement pour cette vidéo, et laissez-moi vous dire que si j'étais plutôt hypée par le début, ensuite c'est un petit peu tombé dans quelque chose de vu et revu qui ne m'a pas trop plu. On va suivre ça de Freya qui est l'épouse de cette espèce de demi-dieu viking absolument insupportable. Elle en a marre de sa vie, elle est obligée d'être femme au foyer, et en fait un jour elle va sans faire exprès révéler son pouvoir à toute la communauté viking, et elle est élue au rang de demi-dieu en l'espace de 1h30, et d'un coup elle doit se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit partir faire je ne sais pas combien pèlerinage afin de prouver qu'elle est vraiment une demi-dieu. Bref, la meuf ne dort plus à partir de la page 12. On est du coup dans un univers inspiré par la mythologie nordique,
Donc franchement, si vous aimez ça, c'est rempli de ça. Tellement que moi, à un moment donné, je ne comprenais plus rien. L'accent sur worldbuilding est quand même très fort et j'aurais aimé que l'autrice mette autant de précision et de travail dans la construction de son couple. À partir du moment où elle révèle son pouvoir, il y a un gars qui est attitré à sa protection et en fait ce mec est in love, mais dès le début il la suit partout, il fait que de flirter avec elle. J'en ai vraiment pas eu assez en termes de romance, j'ai pas du tout été convaincue. C'est un petit peu dommage quoi, parce que le contexte était quand même plutôt original, c'est plutôt entraînant, franchement il se passe des trucs, tu t'emmerdes pas puisque toutes les 2 secondes ils sont attaqués par je ne sais qui là. C'est pas la romantaisie de l'année, mais je pense qu'on peut quand même passer un très bon moment. Le dernier livre de cette vidéo qui sort le 13 juin n'est pas n'importe quel livre, c'est pour le moment un de mes livres préférés de 2024. Accrochez-vous à votre siège. A Study in Drowning de Ava Reid. Vous n'avez pas idée à quel point je trépine d'impatience que toute la planète entière, que toute la France puisse lire ce livre. J'en ai déjà parlé 30 fois, mais je vais remettre une couche. Une fantasy young adulte, inspirée par le folklore écossais, où on suit l'histoire de Effie, qui évolue dans un monde hyper misogyne. Dans son université, il y a que des garçons et elle a vécu pas mal de harcèlement sexuel. Et son rêve à elle, c'est d'être architecte. Et lorsqu'elle voit la proposition d'aller refaire le manoir de son auteur préféré, Myrildine, elle fonce. Là-bas, elle va tomber sur Preston, qui lui est un étudiant en lettres qui est en train d'écrire une thèse comme quoi Myrildine n'aurait pas écrit Angarad, qui est un de ses plus gros romans et qui est aussi le roman préféré de Effie. À partir de là, Effie est complètement révoltée. Comment ça, il ose critiquer son auteur préféré? Mais au fur et à mesure qu'ils vont arpenter la maison un petit peu en ruine au bord de l'océan et côtoyer le fils de Myrildine, ils vont se rendre compte en effet il y a des trucs qui sont pas nets. C'est un livre qui parle d'être fan, mais d'une manière qui est un peu mystique. C'est un livre qui parle de la sensation d'être folle. Depuis qu'elle est toute petite, elle voit le roi des faées. Et en fait, c'est pas n'importe quelle créature, ce sont les créatures du livre Angarad. Et personne ne la croit, on lui fait prendre des cachets. Et c'est un livre qui parle de la déception. Lorsque la personne en fait que tu prenais comme héros se retrouve être un peu un enfoiré de première. Ce sont des thèmes qui sont vraiment applicables à notre société, qui sont applicables à du contemporain, mais là ils sont glissés dans un univers de fantastique qui est excellent. Quand tu rentres là-dedans, tu es tellement absorbé par le truc et c'est très beau, c'est très poétique, c'est très politique aussi. Mine de rien, je pense qu'on peut tous identifier Myrildine, donc cet auteur, à quelqu'un. C'était fascinant, c'était envoûtant, c'était étrange, c'était un petit peu malaisant. Tout le monde peut le lire, tout le public, il ne vous laissera pas indifférent et la plume est d'une beauté. Il y en a qui disent que c'est Mood Dark Academia, je suis pas forcément d'accord parce qu'en soi on n'est pas dans une école mais on est avec 2 étudiants qui sont là, qui écrivent toute la journée, qui étudient des trucs, et en même temps il y a des histoires de magie, il y a des histoires de mystère. Petit point sur la romance, on est sur du young adulte les amis, et surtout on est sur 2 choupinous qui sont très timides et qui osent pas trop, qui sont tout gênés. Preston il fait que de rougir tout le temps. Je vais finir par faire un point, premier tome de saga de romance qui ont été en auto-édition. Mile High de Lee Stamford et Flawless de Elsie Silver. Très moderne, avec les codes d'aujourd'hui, plutôt sexy, et qui ont bien compris qu'on veut du consentement, du respect, de la bienveillance, et qui mélangent ça avec un aspect un peu mal alpha. C'est pas parfait, mais c'est quand même bien mieux que plein de trucs que j'ai lus dans ma vie. Quand même des très bonnes sagas, et je suis contente que ça arrive en France. Alors j'ai pas lu tous les tomes, hein. Si ça se trouve il y a des trucs qui sont pas clean du tout dans des tomes que je n'ai pas lus. Je pense que là c'est TikTok qui a eu raison des maisons d'édition, puisque ces 2 trucs là, my god, comme ça envahi TikTok. J'ai complètement oublié les gars de vous parler de un autre de mes livres préférés de 2024 qui est sorti fin mars, The Last Tale of the Flower Bride, la promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Son impact sur moi ne faiblit pas. On est sur fantasy mais en même temps un petit peu contemporain, c'est quelque chose de très mystique. C'est l'histoire de 2 meilleurs amis, Indigo et Azur, qui ont plus une relation de codépendance et de toxicité qu'autre chose. Indigo est persuadée qu'elles sont toutes les 2 des fées qui ont été rejetées du royaume des fées et que du coup elles doivent prouver qu'elles méritent d'y retourner. Et pour ça les 2 jeunes filles vont passer leur enfance puis leur adolescence à se lancer dans plein de sortilèges et de défis extrêmement dangereux. Tout ça pour prouver qu'elles ont de la magie, alors que le fait est que elles n'en ont pas. Elles arrivent presque à nous persuader que c'est vrai, qu'elles ont vraiment de la magie. Ce fantasme d'Indigo va arriver à sa fin lorsqu'elle deal à ses 18 ans. Il faut qu'elle fasse un sacrifice afin de pouvoir mériter sa place dans le monde des fées, et que ce sacrifice, c'est Azur.
Or tout ceci les amis ce sont des flashbacks puisque l'arc principal de ce livre est le présent où on suit Indigo alors qu'elle est adulte et qu'elle rencontre ce mec qui est un passionné des mythes et des légendes. Et au fur et à mesure qu'il apprend à la connaître, il va se rendre compte que c'est une femme remplie de secrets extrêmement étranges, qui dit des choses qui n'ont pas forcément toujours de sens. Son admiration va peut-être finir par se transformer en terreur. C'est un livre unique. Il fait partie de ces histoires qui se rangent dans aucune catégorie. En même temps c'est du contemporain, mais c'est du paranormal, mais c'est de la fantaisie. Et tu sais pas en fait. Toi-même tu es dans l'ombre de ce que c'est que le genre de ce livre, mais une chose est sûre, ça te captive, ça te fait te poser des questions, la plume est divine et on n'est pas dans une intrigue habituelle où il y a une romance, où tu vas suivre l'évolution de personnages. Non, là on est juste dans une fascination, un petit peu même une obsession dérangeante. Puis tu veux savoir, est-ce qu'elles ont vraiment de la magie? Est-ce qu'elles n'ont pas de la magie? Est-ce qu'elles nous ont entourloupé depuis le début? Et surtout que dans le futur, il n'y a plus qu'Indigo et on ne sait pas où est passé Azur. Je ne vous en dis pas plus parce que ce livre s'expérimente. Attendez-vous à quelque chose que vous n'avez jamais lu auparavant et attendez-vous à être complètement retourné par la fin. Et aussi je voulais vous parler d'une romance, L'infini entre nous de N.S. Perkins. C'est une romance qui me fait de l'œil depuis un long moment puisqu'elle a reçu beaucoup de praise. Elle fait partie de ces livres d'été qui ont cette trope d'alternance passé-présent où tu suis un couple qui s'est perdu de vue et tu sais pas ce qui s'est passé et au fur et à mesure tu tentes de recoller les pièces du puzzle pour comprendre pourquoi ils se sont séparés et tous les non-dits entre eux explosent. J'ai une histoire particulière avec ce type de trope parce que j'y relate énormément et du coup je suis extrêmement exigeante. Pour le moment j'en ai pas trouvé une qui convient à toutes mes attentes. Et là, en effet, la petite crise des 80% ne m'a pas plu. Mais je suis complètement sous charme de N.S. Perkins et franchement je trouve que ce livre est quasiment un sans faute. Notre protagoniste est sensationnelle, je la trouve très humaine, très vraie. Elle a en fait une frustration et une colère en elle qui m'ont fait du bien parce que souvent on voit en fait ces femmes qui pardonnent très vite et qui se disent non mais je l'aime toujours, nanani. C'était pas son délire, leur relation était très intense. On a vraiment toutes ces vibes de l'été, ils vont faire du surf, ils vont nager, ils sont dehors, ils vont à la plage, ils font des soirées avec des feux de camp. La vibe était parfaite. La plume était tellement fluide et il y avait ces petits détails dans des scènes qui m'ont fait sourire puisque je les avais jamais lus avant. Notamment, il y a une scène où ils sont ados et où en fait ils se révèlent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Je l'ai tellement adoré dans les gestes, dans les mots et en même temps, lorsqu'ils sont adultes, on ressent leur maturité, on ressent le temps qui est passé et il y a en fait une vraie confrontation de l'ambiance très innocente et très douce du passé avec celle beaucoup plus lourde du futur. Et il y a des thèmes comme le deuil qui sont abordés et ça m'a beaucoup plu. Donc je suis un petit peu deg parce qu'il y a le petit bémol des 80% où j'ai pas trop aimé. Mais franchement, je vous conseille ce livre. En termes de romance, on est sur quelque chose qui est new adulte avec quelques scènes explicites mais ça reste très doux, très bienveillant et très bien fait. Ça m'a trop fait plaisir de vous reparler de ces livres-là et franchement si jamais vous en prenez un ou deux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos de traduction parce que c'est quand même cool quoi. Mais on dit quand même aux maisons d'édition qu'on a envie de publier aussi plus d'auteurs français. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.